Bonsoir et bienvenue à cette séance synthèse qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur le secteur Saint-Ferdinand, un secteur de Saint-Henri qui longe la voie ferrée du CN entre les rues Notre-Dame-Ouest, Saint-Ferdinand et Saint-Ambroise dans l'arrondissement du Sud-Ouest. La séance se déroulera en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. This meeting will be conducted in French, but if you wish to ask a question or address the Commission in English, you are welcome to do so. Je vous remercie au nom de l'Office de consultation publique de Montréal de votre présence et de l'intérêt que vous portez à nos travaux. Sachez que toutes nos activités se tiennent en conformité avec les règles gouvernementales et les normes sanitaires qui s'appliquent. Permettez-moi de me présenter ainsi que les personnes qui m'accompagnent. Je m'appelle Francine Simard et je suis commissaire à l'Office. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. Je suis secondée par mon collègue Jean-François Tuot, qui malheureusement ne peut être présent, mais nous suit en ligne. Nous sommes appuyés dans nos travaux par nos analystes, Pierre Goyer, Émilie-Jade Bigelow et Anne-Sophie Lacroix. Nous avons également avec nous des représentantes de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je leur donnerai la parole dans quelques minutes pour qu'elles se présentent à leur tour. Un rappel sur le rôle de l'Office de consultation publique de Montréal, qui est une organisation neutre et indépendante. Les consultations n'ont pas pour objet de faire la promotion d'un projet ou d'une vision en particulier. Les commissaires sont indépendants, ils ne sont ni des élus ni des fonctionnaires de la Ville de Montréal. De plus, tous les membres de la commission sont liés par un code de déontologie dont vous pouvez prendre connaissance sur le site Internet de l'Office. Depuis le lancement de la consultation le 9 juin dernier, nous avons tenu une dizaine d'activités citoyennes et nous avons reçu une dizaine de questions que nous avons acheminées à l'arrondissement. Les réponses écrites se retrouvent sur le site de la consultation. La soirée d'aujourd'hui vise à rendre compte des résultats de notre consultation à ce jour. Elle se déroulera en deux temps. D'abord, nous vous présenterons une synthèse des grands éléments de convergence des activités estivales. Ensuite, vous aurez la possibilité, via notre tribune téléphonique, de poser en direct des questions d'éclaircissement à l'arrondissement afin de mieux vous préparer à faire entendre vos opinions. Je vous donnerai le numéro à appeler dans un moment. Veuillez noter que la Commission pourra également poser des questions à des fins de clarification. Si les représentantes de l'arrondissement ne sont pas en mesure de donner une réponse à une question posée ce soir, elles devront la fournir par écrit dans les meilleurs délais. Toutes ces réponses seront rendues publiques sur la page de la consultation. Je rappelle que ce soir n'est pas le moment de donner votre opinion. La période pour donner votre opinion débutera dès demain et se poursuivra jusqu'au 27 septembre. Plusieurs méthodes s'offrent à vous. Vous pouvez répondre à des questions ouvertes sur notre site Internet, laisser votre opinion sur une messagerie vocale, venir présenter une opinion orale auprès des commissaires avec ou sans document écrit à l'appui, ou nous faire parvenir seulement un document écrit. Quel que soit votre choix, vous pourrez vous inscrire jusqu'au 16 septembre pour présenter votre opinion devant les commissaires, soit par visioconférence ou par téléphone. Pour cela, prenez rendez-vous auprès de Gilles Vézina au numéro qui apparaît à l'écran. Les séances d'audition des opinions débuteront le 21 septembre. Toutes ces informations restent disponibles sur le site Internet de l'Office à la page de la consultation. À la suite des séances d'audition de commission, la Commission analysera l'ensemble de l'information qui lui a été soumise et formulera des recommandations dans un rapport qui sera transmis à la mairesse et au président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ce rapport sera rendu public 2 semaines plus tard. Je vais maintenant donner la parole aux représentantes de l'arrondissement du Sud-Ouest. Merci de dire votre nom et votre fonction. Merci, mesdames. Nous procéderons maintenant à l'ouverture de la tribune téléphonique. C'est le moment de nous appeler si vous désirez poser une question en direct par téléphone au numéro suivant,
le 1-833-225-5790. Nous vous inscrirons au registre, puis nous vous rappellerons quelques minutes avant le moment de poser votre question. I will now open the phone lines. Now is the time to give us a call if you would like to ask a question live over the phone. To do so, you must call the following telephone number: 1-833-225-5790. We will register you and call you back when it is your turn to ask your question. Je passe maintenant la parole à Émilie Jade, qui a travaillé durant l'été sur la consultation publique du secteur Saint-Ferdinand, afin qu'elle puisse nous présenter la synthèse de la contribution citoyenne. Bonjour, très heureuse de vous partager ce soir la synthèse de la contribution citoyenne de cet été pour le secteur Saint-Ferdinand. La synthèse va suivre le plan suivant. Je vais commencer par établir le bilan de ce qu'on a fait cet été, puis la synthèse va être divisée en 3 grandes sections. D'abord, les enjeux du territoire, les tendances d'aménagement qui sont ressorties, puis certaines des propositions qu'on a entendues pour le secteur. Pour ce qui est des activités estivales, on a retenu 3 types d'activités cet été. D'abord, en mode virtuel, on a organisé 2 ateliers créatifs qui ont réuni 13 personnes, principalement des résidents du secteur de Saint-Ferdinand ou des résidents de Saint-Henri. On a aussi organisé 3 tables rondes thématiques. Une table sur l'habitation, une table sur le développement durable et la planification, puis une dernière table sur les activités économiques. Ce sont 15 professionnels de 10 organismes différents qui ont participé aux tables rondes. Puis, le 3e type d'activité, ce sont les ateliers participatifs au parc Louis-Cyr, où il était aussi possible de faire une marche exploratoire dans le secteur Saint-Ferdinand. Et ce sont 61 personnes qui ont participé à ce type d'atelier, principalement des résidents du secteur Saint-Ferdinand ou des alentours immédiats. Donc, un total de 89 personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre cet été à la consultation. Pour ce qui est des enjeux, on a tenu à les regrouper pour démontrer les enjeux principaux que les résidents, les participants nous avaient émis sur le secteur Saint-Ferdinand. Avec 54% des interventions, on retrouve en première position les enjeux de mobilité, de connectivité, puis viennent ensuite les enjeux habitation et socialisation, équipement collectif, puis finalement les nuisances. On va les regarder un à un, puis donner quelques exemples. Pour les enjeux de mobilité et de connectivité, comme je l'ai dit, plus de la moitié des interventions portaient sur cet enjeu. C'est la présence de la voie ferrée qui s'imposait comme un enjeu des plus majeurs, avec des mentions qui avaient rapport soit aux obstacles à la circulation, aux nuisances générées par le train, principalement les bruits et les vibrations. Et on a entendu aussi des enjeux à l'égard du niveau élevé de circulation dans le secteur Saint-Ferdinand en général et la sécurité des déplacements, en plus de difficultés d'accéder à des secteurs d'intérêt avoisinants comme la station de métro, les marchés d'alimentation ou encore les autres parcs du secteur. Avec près de 20% des mentions, ce sont les enjeux habitation et socialisation qu'on retrouve au 2e rang. On entend dans cet enjeu surtout ce qui a rapport à la gentrification, autant lié à l'offre résidentielle qu'à l'offre commerciale, auquel s'ajoutent aussi des observations relatives à des risques d'une éventuelle éco-gentrification, donc une gentrification qui découlerait d'initiatives liées à l'environnement ou au verdissement. On retrouve ensuite les enjeux par rapport aux équipements collectifs. Les participants ont identifié l'accessibilité au parc Louis-Cyr, la quantité mais aussi la qualité des installations du parc et sa propreté, son entretien général comme des enjeux. Viennent ensuite des préoccupations relatives à l'absence d'organismes, de locaux communautaires ou de lieux de rassemblement dans le secteur. Et le dernier grand enjeu mentionné cet été, c'est les nuisances. Il y a la perception que le secteur Saint-Ferdinand est situé dans un important îlot de chaleur. On a eu aussi des observations concernant la contamination des terrains vacants, particulièrement au coût de la réhabilitation des sols de ces terrains-là. Et finalement, par rapport aux nuisances, le bruit généré par le train, mais aussi par les activités de circulation ou les activités industrielles dans le secteur. On passe maintenant aux tendances d'aménagement.
on a tenu à illustrer les 4 grandes tendances dans les idées, les propositions d'aménagement qui avaient été énoncées par les participants cet été. C'est important de mentionner d'abord que ces 4 tendances-là ne sont pas présentées dans une certaine classification. Donc, on ne les présente pas du plus populaire au moins populaire. Les tendances A, B, C et D n'ont pas un ordre particulier et ne supposent pas du niveau d'adhésion des participants à une de ces tendances-là, mais servent plutôt à faire émerger les possibilités pour le secteur Saint-Ferdinand, et ce, de manière schématique. La première tendance est celle de la forêt urbaine. Dans ce scénario-là, indépendamment de ce qui se fait au sud du secteur, donc du côté de la rue Saint-Ambroise, dans ce scénario-là, la forêt urbaine porte sur l'importance de n'avoir aucun développement immobilier sur le terrain vacant associé au 257 rue Saint-Ferdinand. Pour les tenants de cette tendance, un développement immobilier, surtout si c'est du développement résidentiel, n'est pas idéal sur le terrain qui est aussi près de la voie ferrée, mais en contrepartie, une forêt urbaine pourrait davantage répondre aux objectifs de la transition écologique. La deuxième tendance qui est ressortie cet été se concentre plutôt sur la mixité des usages et des espaces communautaires. Une grande partie des interventions suggère une mixité d'usages à travers le secteur Saint-Ferdinand, que ce soit au nord ou au sud du parc, et dans certains cas, la création d'espaces communautaires sur le terrain vacant associé au 257 rue Saint-Ferdinand était une option souhaitable. Les tenants de cette idée-là n'excluent pas non plus d'aménager une partie du terrain pour le verdir dans le but d'agrandir le parc Louis-Cyr. Dans cette vision, on n'inclut aucun développement résidentiel sur le terrain vacant du 257 rue Saint-Ferdinand parce que ce type d'usage-là serait plutôt favorable sur la rue Saint-Ambroise. La troisième tendance, c'est celle du développement résidentiel des logements sociaux, des logements abordables. Dans le scénario, on favorise un développement résidentiel sur le terrain vacant associé au 257 rue Saint-Ferdinand. Par contre, les gens sont quand même très conscients et les enjeux sont soulevés avec un développement résidentiel à cet endroit par rapport aux nuisances de la voie ferrée qui est à proximité, l'abordabilité des nouveaux logements et aussi l'offre en espace vert pour les résidents. Pour les tenants de cette vision, en fait, les participants demandent l'inclusion d'une forte proportion de logements sociaux, de logements abordables pour assurer une mixité sociale pour l'ensemble du site. Et la quatrième tendance, c'est celle qu'on a appelée patrimoine artiste et artisan. Dans une majorité des interventions, c'était important de mettre en valeur les anciens édifices industriels en leur redonnant vie. Dans ce scénario, on prend le terrain vacant associé au 257 rue Saint-Ferdinand pour créer ce qui a été appelé un village d'artisans, donc des locaux d'artistes, des locaux d'artisans. Et on propose aussi d'inclure des logements sociaux, des logements abordables dans les édifices de la rue Saint-Ambroise ou sur les terrains qui sont présentement utilisés comme stationnement, tout en réservant les rez-de-chaussée à des fins commerciales. Ce qui nous amène à présenter certaines des propositions, les idées d'aménagement qui ont été mentionnées, encore une fois, dans les 3 types d'activités qu'on a tenues cet été. On les a regroupées en 4 grandes catégories: usage, mobilité et connectivité, insertion urbaine et mise en œuvre. Encore une fois, on va les regarder un à un. Plus de la moitié des propositions ont trait aux usages souhaitables. De manière générale, les gens souhaitent exiger que les éventuelles constructions aient des vocations multiples, donc l'idée de la mixité d'usage est revenue à plusieurs moments. Pour les usages communautaires, plus précisément les usages collectifs, plusieurs demandes qu'on a entendues avaient trait à améliorer l'offre en équipement collectif, que ce soit les installations sportives, l'art public, les activités culturelles, mais surtout à leur entretien. Il y a de nombreuses personnes qui ont aussi émis le souhait d'améliorer l'offre en espace vert sous diverses formes, notamment comme qu'on mettait dans une chambre. Puis... notamment avec la conversion soit partielle ou intégrale du terrain vacant associé au 257 rue Saint-Ferdinand pour agrandir le parc Louis-Cyr. Pour ce qui est de la fonction résidentielle, c'est d'abord l'offre en logement social, logement abordable, qui a généré le plus grand nombre d'observations et les participants suggèrent la construction exclusive ou du moins prioritaire de ce type de logement.
Puis pour les usages commerciaux, les propositions visent surtout à ajouter des commerces de proximité, surtout des commerces de services alimentaires qui seraient abordables, ou de favoriser l'implantation de petites entreprises, ateliers de coworking, ateliers partagés, ateliers d'artistes. Par rapport à la mobilité, la connectivité, surtout à la mise en réseau des différents secteurs d'intérêt du secteur, les propositions ont été assez nombreuses pour remédier à l'enclavement du site et surtout l'enclavement du parc Louis-Cyr. Les principales propositions qui ont été avancées par les participants pour désenclaver le site proposaient d'ajouter des passages supplémentaires, notamment par-dessus ou par-dessous le rail, mais aussi d'ajouter des axes de transport de mobilité active le long de la voie ferrée, le long de l'axe Sainte-Émilie ou encore pour rejoindre Saint-Ambroise au parc Louis-Cyr. Dans la mobilité, on parle aussi d'améliorer la mobilité active, améliorer le sentiment de sécurité pour les piétons, les cyclistes et l'atténuation des nuisances générées par les activités ferroviaires fait aussi l'objet de nombreux commentaires, principalement liés à l'aménagement d'une zone tampon qui serait végétalisée le long de la voie ferrée. Puis, les opinions étaient assez partagées à savoir s'il fallait construire ou non un mur écran anti-bruit. On passe maintenant aux propositions qui ont rapport avec l'insertion urbaine. Au sujet des hauteurs souhaitables pour les nouvelles constructions, on a entendu des hauteurs qui variaient de 2 à 6 étages et peu importe le chiffre qui était nommé par un participant, la justification était qu'il fallait protéger les vues, protéger le patrimoine et s'insérer de façon harmonieuse avec ce qui était existant dans Saint-Ferdinand. On doit aussi mentionner qu'on a eu des propositions par rapport aux exigences en matière de qualité architecturale, donc de s'assurer que les nouvelles constructions permettaient de minimiser les bruits et les vibrations du train. Puis finalement, pour conclure la synthèse, on a aussi des idées de propositions par rapport à la mise en œuvre des projets. Donc, peu importe le scénario qui était retenu, peu importe les usages qui allaient être accordés sur l'ensemble des terrains, la proposition visait à attendre que les projets en cours, la construction en cours dans le secteur, mais dans les alentours, soient terminés avant de lancer de nouvelles constructions, de lancer de nouveaux projets. C'est ce qui conclut la synthèse. Merci. Merci beaucoup, Émilie Jade. Alors, si vous souhaitez consulter l'ensemble des comptes rendus de chacune des activités tenues cet été ou si vous souhaitez lire plus en détail la synthèse de la contribution citoyenne que nous avons présentée ce soir, rendez-vous sur le site web de la consultation où vous trouverez la documentation complète que nous avons synthétisée ce soir. Il est temps de passer à la deuxième partie de cette soirée, la séance de questions-réponses. La commission posera maintenant quelques questions aux représentantes de l'arrondissement et je donne la parole à mon collègue Jean-François Thiotte. Jean-François, tu m'entends? Oui, je vous entends très bien, Madame la Présidente. Bonjour à tous et à toutes. J'ai une première question adressée aux représentantes de l'arrondissement. Bonjour, Madame Nadon et Binet-Vandal. Une première question. Plus tôt cette année, votre arrondissement a rendu public le résultat d'une consultation de la population locale sur le plan directeur d'aménagement de la place Saint-Henri. Et la place Saint-Henri, c'est ce qui est situé juste au nord du secteur Saint-Ferdinand. Est-ce que ce plan directeur-là prévoit tenir compte du secteur Saint-Ferdinand? Je sais que cet été, on a rendu public le résultat de la consultation. J'ignore où en sont vos réflexions sur le plan directeur, mais est-ce que du côté de l'arrondissement, il y a d'emblée une sensibilisation sur une prise en compte du secteur Saint-Ferdinand? Et peut-être de façon complémentaire, étant donné que survient à l'heure actuelle une deuxième consultation, cette fois sur le secteur Ferdinand, comment l'arrondissement lui-même voit-il l'arrimage entre le développement de la place Saint-Henri et celui de Saint-Ferdinand, étant donné justement la tenue de consultations publiques dans l'un et l'autre de ces secteurs presque simultanément en fin de compte? Alors, Madame Nadon ou Madame Binet-Vandal? Oui, je peux. Oui, donc, Madame Nadon.
Donc, bonsoir. Si on regarde l'exercice qui est encore en cours pour la place Saint-Henri, en fait, l'interaction qu'on peut voir avec l'exercice actuel là, pour Saint-Ferdinand, je dirais que c'est plutôt l'interface mobilité ou interface en termes de circulation, passage, sécurité. En termes de la place Saint-Henri, il n'y a pas été vraiment question d'usage. On est plus vraiment dans un réaménagement en lien avec la question de sécurité des piétons, cyclistes, et aussi comment voir la place en lien avec les nouveaux aménagements de la STM. Donc, on aura des nouveaux édicules de métro qui sont en construction. Donc, dans ce sens-là, l'exercice qui est fait pour la place Saint-Henri est vraiment plus un exercice vraiment d'aménagement public de cet espace-là. Okay. C'est sûr que aussi il y a un élément qui a été apporté qui était un usage qui est voulu en termes d'équipement communautaire institutionnel, entre autres pour faire place à la Maison des Jeunes. C'est ce qui a été énoncé là, dans l'exercice de la place Saint-Henri. Mais outre cet usage-là, on est vraiment dans une occupation publique de l'espace. Donc, comment rendre les passages sécuritaires, fluides, tout en permettant à la population de s'approprier la place Saint-Henri. Donc, c'est dans ce sens-là, je dirais, donc par l'angle de la circulation, c'est sûr qu'on est aux abords, évidemment, de la rue Notre-Dame. Donc, on est là en interface tout près du début du terrain de Saint-Ferdinand. Et dans ce sens-là, oui, là, on commence à interagir avec toute la question de la circulation, mobilité, passage, en lien avec le terrain de Saint-Ferdinand. Mais je dirais que c'est dans cet angle-là là, que l'interaction se fait là, dans les deux exercices. Bien. Est-ce que vous vous souvenez de la deuxième question de Jean-François? Non, il va falloir la reprendre. Oui, s'il te plaît, Jean-François. Vous avez déjà un peu ouvert sur cet angle-là en soulignant un peu des aspects communs à l'un et l'autre des secteurs en termes d'enjeux de mobilité, de connectivité, mais aussi d'organisation communautaire. Alors, justement, étant donné que presque simultanément, il y a eu et il y a une consultation publique, l'un et l'autre secteur, comment l'arrondissement conçoit-il ou pense-t-il concevoir l'arrimage entre le développement des deux? Dit un peu plus platement, j'imagine que dans votre perspective, vous allez penser au secteur Saint-Ferdinand en pensant également à la place Saint-Henri et vice-versa lorsque vous allez réfléchir à un développement, étant donné justement la connectivité entre les deux secteurs. Je dirais que l'angle fort est vraiment la question de la connectivité, comment l'interaction entre les deux secteurs va se faire. Parce qu'en termes d'usage, à moins que ce soir et les autres jours, on a vraiment la question, comme soulevait Mme Bigelow, la question des usages communautaires ou sociaux qui sont souhaités. Au niveau de l'interaction, c'est vraiment, on est dans un univers plus d'aménagement d'espace public versus l'aménagement d'un espace privé, là, dans le cas qui nous concerne ce soir. Très bien. Oui, si vous me laissez l'opportunité, Madame la Présidente. Oui, bien sûr. J'amène tout le monde maintenant du côté du terrain de soccer du parc Louis-Cyr. Ça, c'est un terrain que suscitait beaucoup, comment je dirais, beaucoup d'intérêt de la part des personnes qui ont participé à nos ateliers. Pourquoi? Et la raison principale qui est évoquée par ces personnes que nous avons rencontrées, c'est qu'ils constatent, ces personnes constatent que le terrain de soccer semble fermé la plupart du temps. Et d'ailleurs, il y a une personne résidente du quartier qui a posé une question directe à l'arrondissement et qui a été relayée par le CPM. Et l'arrondissement, d'ailleurs, fait connaître sa réponse à cette question et à bien d'autres dans un document qui est maintenant accessible sur le site web de l'ECPM à la page réservée au secteur Saint-Ferdinand. Et dans cette réponse-là, à un citoyen qui se demandait pourquoi le parc est fermé aussi souvent, l'arrondissement répond que c'est un nombre limité d'heures qui est programmé en raison de normes d'entretien
qui sont recommandées. On note, par exemple, que c'est un terrain avec un gazon naturel et on ajoute, et je cite la réponse de l'arrondissement, « Ces heures sont réparties entre la pratique libre et les activités organisées par les organismes communautaires. » Je vous rappelle que les personnes que nous avons rencontrées nous expriment souvent le fait que le terrain semble plus souvent autrement fermé. Et d'ailleurs, en allant sur le site de l'arrondissement, on a pu constater qu'en ce qui concerne la pratique libre, parce qu'on n'a pas trouvé de données sur l'occupation par les organismes communautaires, mais en ce qui concerne la pratique libre, selon les informations contenues sur le site de la Ville, on parle ici de 8 heures par semaine qui sont réparties les mercredis, jeudis et samedis. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que cet horaire restreint, 8 heures par semaine, est-ce qu'il est similaire à celui d'autres terrains de soccer qui sont administrés par la Ville au niveau de la pratique libre? Ou encore, est-ce que cet horaire représente vraiment un cas particulier de ce terrain de soccer-là, celui du parc Louis-Cyr? Et si oui, pour quelle raison? Autrement dit, est-ce qu'on a ici un cas d'espèce ou c'est la norme étendue à l'ensemble des terrains de soccer administrés par la Ville? Alors, oui. Madame Nadon ou votre collègue, Madame Binet-Vidal? Oui, je peux reprendre la question. Malheureusement, je ne pourrai pas vous répondre ce soir, mais on va prendre la question et vérifier avec nos collègues. On comprendra là, que c'est plus l'expertise de nos collègues qui sont à la division des sports, donc on pourra valider là, les réponses dans ce sens. D'accord. Merci. Et donc, si vous me permettez, Mme la Présidente, juste résumer, donc, c'est possible de vérifier, c'est sur le plan de la pratique libre, c'est le nombre d'heures, 8 heures par semaine que l'on retrouve dans les autres terrains de la Ville. Et si ce n'est pas le cas, pour quelles raisons? Et en ce qui concerne l'occupation par les organismes communautaires, comme je le mentionnais, on n'a pas de données sur le sujet. Et comme c'est un élément qui semble important ici à prendre en considération, ça serait tout à fait intéressant d'obtenir cette information sur le nombre d'heures réservées, utilisées en fait en pratique par les organismes communautaires. Je vous remercie, Madame la Présidente. Compris, Jean-François. Est-ce que c'est complet pour ta question ou tu avais un autre volet? Non, c'est complet. Bon. Alors, je souhaite rappeler le numéro de téléphone pour nous rejoindre à cette tribune téléphonique. C'est le 1-833-225-5790. Alors, nous attendons vos appels. En attendant, j'ai une question pour vous. Mesdames les représentantes de l'arrondissement, il y a plusieurs citoyens qui craignent que le développement du secteur Saint-Ferdinand ressemble à Griffintown. C'est à proximité, on le sait. La plus grande crainte est liée à l'habitation. Les citoyens du secteur craignent que les appartements soient des condos, que ce soit petit, que ce soit pas familial, que ce soit luxueux, que ce soit extrêmement cher, et du même coup que les citoyens historiques de Saint-Henri soient délogés et soient repoussés vers d'autres secteurs. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces citoyens pour les rassurer? Oui. Je peux peut-être commencer, puis peut-être Mme Binet-Vandal pourra compléter. C'est sûr qu'on tient justement la consultation pour entendre les besoins au niveau du logement. On comprendra qu'en termes de hauteur versus Griffintown, on n'est pas du tout dans le même environnement. C'est sûr que le site ne se prête pas à du, par exemple, 44 mètres ou 60 mètres ou même 80 mètres qu'on va retrouver vraiment dans la partie est de Griffintown. Donc, on est vraiment dans des gabarits de hauteur qui va venir vraiment chercher à s'intégrer dans la trame urbaine qu'on a déjà au niveau de ce pan de quartier. Mm-hmm. L'autre chose par rapport à la question du logement comme tel, il faut comprendre que l'arrondissement n'a pas les outils en termes de zonage pour venir zoner, par exemple, le prix d'un logement. Ce qu'elle peut, c'est, par exemple, balisé en fonction de logement social
ou exiger du logement abordable ou logement famille selon les nouvelles règles là, du nouveau règlement sur la métropole mixte qui vient d'entrer en vigueur. Donc, dans ce cadre-là, c'est notre pratique d'exiger dans ces termes-là. Outre ça, le coût du logement ou sa tenure, c'est-à-dire qu'elle soit en locatif ou qu'elle soit en copropriété divise, l'arrondissement, par les outils qu'elle a légalement, ne peut pas, je dirais, négocier ces termes-là avec un éventuel là, développeur sur le terrain. C'est Madame. Mais si je peux compléter, là, si on prend l'hypothèse qu'il y aurait du développement résidentiel dans ce secteur-là, il y aurait des changements réglementaires à faire, ce qui imposerait une augmentation de la densité dans le secteur. Donc, il y a des nouvelles normes qui sont applicables maintenant avec le règlement pour une métropole mixte. Donc, assurément, nous aurions un 20 de logements sociaux, un minimum de 20 parce que le règlement, il demande un minimum de 20 on aurait du logement abordable. S'il y a augmentation de densité sur ce secteur-là dans les paramètres réglementaires, il y a des obligations d'inclure, construire du logement abordable également. Et puis là, après ça revient quelles sont les intentions du propriétaire, qu'est-ce qu'il est prêt à faire, quel type de logement il voudrait faire, est-ce que ce serait du privé, du locatif, ça lui appartient, on n'a pas les compétences pour régir ça. Mais assurément, c'est un minimum de 20 de logements sociaux, et là, je ne connais pas par cœur les pourcentages pour le logement abordable, mais il y en aurait fort certainement dans l'hypothèse où il y aurait du développement résidentiel. Et s'il y a modification réglementaire, ça veut dire qu'il y a consultation. Exactement. Donc, c'est l'article 89. Article 89, où on est dans un secteur où possiblement on pourrait avoir une modification au plan d'urbanisme, l'adoption d'un article 89, travailler en projet particulier, tout ça reste à voir là, avec des projets qui pourraient être déposés. Et vous parliez de densité tout à l'heure. Pouvez-vous rappeler à ceux qui nous écoutent les densités autorisées dans le secteur, s'il vous plaît? Actuellement, elles sont assez faibles. Et hauteur, oui. En fait, ça diffère là, du zonage. Je vais afficher, si vous voulez afficher mon écran, mon ordinateur à l'écran. Donc, on a des hauteurs et des densités au plan d'urbanisme qui sont quand même moyennes. J'ai pas les données exactes, mais de mémoire, là, on permet des hauteurs jusqu'à 4 étages dans le secteur au plan d'urbanisme. Par contre, au zonage, ici, on a les hauteurs. Au zonage, le terrain est très, très morcelé là, en différentes zones. Donc, on a du 2 à 3 étages. On a des maximums autour de 12,5 mètres. Le long de Saint-Ambroise, on a des hauteurs un peu plus élevées à 20 mètres. Donc, ce qui peut permettre là, un 5-6 étages dans du 20 mètres. Donc, c'est sûr que si on change ces paramètres-là, c'est sûr que c'est soumis à consultation publique. D'accord. Puis, ça entraîne là, d'autres effets, d'autres normes qui sont applicables dans le règlement pour une métropole mixte. Bien, merci. Nous sommes maintenant prêts pour prendre les questions en direct provenant de la tribune téléphonique. Je vous demanderai de limiter vos interventions, vos introductions. Est-ce que tu peux dérouler, s'il te plaît? Excusez-moi. Merci beaucoup. Je vous demanderai de limiter vos préambules à ce qui est strictement indispensable pour la compréhension de vos questions. Je rappelle également qu'il faut se limiter à 2 questions à la fois. Si vous en avez plus, vous devrez rappeler pour vous réinscrire. La parole est donc à vous. Alors, nous sommes en train de rappeler nos premiers intervenants. J'ai Mme Lucille Sirot qui est au téléphone avec nous. Alors, Madame Sirot, bonsoir, nous vous écoutons. Madame Sirot, vous êtes là? Madame Sirot, je vais vous redemander d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Vous devriez entendre un message dans votre téléphone. Vous avez la parole. Madame... Vous m'entendez? Bonsoir, Madame Sirot, nous vous entendons. Ah, bonsoir. Très bien. Parfait. Dans le fond, je vous contacte. J'aurais des questions pour l'arrondissement. Le rapport du GIEC est sorti début août. Nous annonçons qu'on avait un changement radical à faire et surtout rapide dans notre société pour contrer le réchauffement climatique.
Ma question est la suivante. Quelle sera la place qui va être accordée aux enjeux écologiques? Est-ce que la ville a prévu de mettre en place des impératifs écologiques par rapport aux aménagements? Très bien. Alors, donc, on parle d'environnement, les enjeux écologiques. Madame Nadon, Madame... Je peux répondre oui, à la allez-y. question. En fait, la Ville vient d'adopter différents plans et politiques. Là, on a le plan climat qui vient d'être adopté, puis il y a un plan d'urbanisme et de mobilité aussi qui est en cours d'élaboration. Il y a le projet de ville de Montréal qui a été rendu public aussi récemment. Donc, tous ces plans et politiques-là mettent de l'avant ce qu'il faut faire pour avoir une ville carboneutre en 2050. Donc, tout le développement qui se fait à partir de maintenant à la Ville de Montréal doit s'inscrire dans ces grandes orientations-là de viser la carboneutralité. À l'arrondissement, c'est sûr qu'on a une très forte préoccupation sur ces enjeux-là, sur la transition écologique. On en est à notre deuxième phase de modification réglementaire pour la transition écologique au niveau de notre règlement d'urbanisme. Puis, il y aura d'autres modifications qui s'en viendront dans les prochains mois également. Donc, ces éléments-là de transition écologique sont intégrés dans nos réflexions, puis les propriétaires qui souhaiteraient développer dans ce secteur-là ont tout intérêt à inclure ça dans leur conception, d'aller dans ce chemin-là là, vers la transition écologique. Donc, on peut penser à tout ce qui est la mobilité, les stationnements pour auto, les liens verts, la gestion des eaux de pluie, le type de matériaux, le type de construction, la performance des bâtiments aussi au niveau environnemental. Donc, tout ça, c'est des aspects qui seront regardés. Très bien. Vous avez une autre question? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre réponse. Merci à vous. Bonne soirée. Alors, on attend notre prochain intervenant, M. Charles Gaudreau, si la commission a une question entre-temps. J'aimerais une précision. Vous avez dit tout à l'heure, suite à la réponse que vous avez donnée, que les développeurs ou les promoteurs avaient tout intérêt à tenir compte des changements dans leurs propositions. Ça veut dire quoi, ont tout intérêt à? Bien, c'est que s'ils veulent avoir des avis favorables de notre part, puis qu'on travaille bien, puis qu'on collabore bien ensemble, ils ont intérêt à s'inscrire dans cette vision-là qu'on a de la ville, parce que au final, c'est nous qui autorisons les projets. Donc, ils doivent s'arrimer quand même avec une certaine cohérence avec la vision qu'on a pour le développement de la ville. Excellent. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous sommes prêts, Louis-Alexandre, ou non? Alors, moi, j'ai une autre question. Si on pense au 257 Saint-Ferdinand et au 4035 Saint-Ambroise, ce sont évidemment des terrains qui appartiennent à des particuliers, on vient d'en parler, alors que les citoyens, dans le cadre de cette consultation-là et en l'absence de propositions spécifiques, ont fait part de nombreuses suggestions pour le développement de l'ensemble du site. Dans le document d'information que vous avez déposé et qui est bien sûr disponible sur le site, il est précisé que le développement du secteur devra répondre aux besoins des résidents actuels et futurs. Que fera l'arrondissement pour concilier les besoins et les demandes des citoyens et ceux des propriétaires des terrains? En fait, il faut évidemment voir avec les propriétaires leurs intentions et voir ce qui a été énoncé comme souhait ou comme besoin, effectivement, de voir s'il y a effectivement une zone de conciliation, de convergence là, qui peut se rencontrer. Donc, je prends par exemple le 4035 Saint-Ambroise. Peut-être que après ma barre, le propriétaire souhaite faire un développement plus de bureaux économiques, commercial, alors qu'on a vu certaines propositions qui disaient, bien, on aimerait peut-être qu'il y ait du logement là. Donc, c'est sûr que ça va être à regarder aussi en complément avec le terrain de Saint-Ferdinand. C'est pourquoi on a tenu à faire la consultation sur l'ensemble de ce pan de quartier-là pour justement voir comment on peut répondre aux besoins exprimés avec l'ensemble des deux propriétés. Mais c'est clair que, bon, les propriétaires étant propriétaires de leurs biens, c'est sûr qu'on va rentrer éventuellement dans une zone de discussion, négociation. Là. Quelque chose à ajouter? Bien oui, si je peux compléter. Oui, bien sûr. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de demandes pour des équipements communautaires, par exemple.
Mais on s'entend qu'un équipement communautaire qui occuperait 100% du site, c'est quelque chose qui est d'une très grande envergure. C'est comparable au complexe Gadebois, par exemple, ce qui n'est pas nécessairement un besoin réel pour la population. Mais qui a un local communautaire, un certain équipement ou un local qui serait dédié à des groupes communautaires, bien, ça peut se discuter ça, avec les propriétaires de prévoir quelque chose au rez-de-chaussée d'un immeuble pour assurer de l'animation sur la rue, assurer de l'animation sur le parc, avoir une vocation spécifique, faire des partenariats. On a différents exemples là, dans l'arrondissement qui se sont réalisés en ce sens-là. On pense aux ateliers du CN avec le bâtiment 7, où il y a un bâtiment autogéré par les groupes communautaires qui a été cédé par le promoteur parce que ça a été une demande, puis ça a fait partie de négociations qui ont eu lieu dans le cadre de l'autorisation de ce projet-là. Donc, c'est des choses qu'on peut envisager dans le cadre du développement des terrains, par exemple. Et en sous-question, quelle suite l'arrondissement donnera-t-il à la présente consultation? Est-ce qu'il y a un échéancier prévisible? Mais c'est sûr que la consultation, les recommandations de la commission vont nous donner un peu les grandes lignes de qu'est-ce qui est souhaité pour le secteur. Puis nous, notre intention avec cette consultation-là, c'est de vraiment connaître quelles sont les conditions gagnantes à partir desquelles on peut construire quelque chose, puis commencer à discuter avec les propriétaires si les propriétaires ont des projets. Donc, c'était le but de cette consultation-là, d'avoir l'opinion des gens avant, et à partir de ça, bien là, trouver à quelles conditions gagnantes on peut le faire, puis trouver un juste milieu, un juste équilibre entre les besoins des uns et des autres aussi. Et est-ce que vous voyez ces discussions dans un avenir prévisible? Là, ça relève des propriétaires à nous faire des demandes suite à la consultation. OK. Parce qu'on ne contrôle pas leur calendrier. Donc, ce sont les propriétaires qui initient les demandes auprès de l'arrondissement. À moins que la commission nous fasse une recommandation qui est à saisir et que l'arrondissement prenne l'initiative de faire une modification. Mais habituellement, on attend des demandes des promoteurs. Bien, merci. Alors, je crois que nous avons quelqu'un qui attend pour poser des questions. Alors, on y va. Louis-Alexandre? Monsieur Charles Gaudreau, votre micro est ouvert. Vous avez la parole. Bonsoir, Monsieur Gaudreau. Oui. Alors, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, en fait, ma première question, ce serait, j'aimerais mieux comprendre de où est arrivée la demande justement pour faire la consultation présente. Est-ce qu'il y a eu des rencontres avec des promoteurs, avec la ville, ou est-ce qu'il y a des... Comment ça s'est mis en branle, tout ça? Alors, oui, Madame Nadon? Oui, allez-y. Donc, l'exercice qui se tient, qui s'est tenu cet été, qui se tient ce soir, c'est vraiment à la demande de l'arrondissement qui souhaitait avoir le point de vue de la population et des gens qui occupent ce territoire-là, donc en termes de commerçants, occupants, résidentiels, commercial, industriels. Et donc, ce n'est pas sur une base de demande de promoteurs, comme on peut voir aussi d'autres exercices à l'OCPM. L'exercice qu'on a mené et que l'OCPM a mené, en fait, cet été, et la raison qu'on est ici ce soir, c'est vraiment sur une base, je dirais, de consultation en amont pour donner des orientations futures pour le développement de ce secteur-là. Bien. Est-ce que ça répond à votre question, M. Gaudreau? Votre première question, j'entends. Bien, en fait, à moitié, je dirais, c'est que l'arrondissement choisit des secteurs au hasard comme ça parce que là, ça aurait pu être un autre coin de rue aussi, là. C'est pourquoi une consultation en amont sur ce secteur précis qui comprend les terrains sur Saint-Ferdinand et Saint-Ambroise. Exactement. D'accord. OK. Bien, oui. C'est sûr que les propriétaires je dirais qu'on est au courant qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ces terrains-là, puis on sait que les terrains vacants se font de plus en plus rares. Donc, c'est sûr que les propriétaires éventuellement vont avoir un intérêt à développer. Donc, c'est dans ce sens-là. Exemple, je prends le 4035 Saint-Ambroise. C'est sûr qu'à un moment donné, il a parlé à l'arrondissement pour dire, bien,
peut-être que j'aurais des intentions de développer, de revoir mon occupation de pieds carrés. Et c'est dans ce sens-là que nous, on s'est dit, bien, faisons l'exercice pour l'ensemble de ce secteur-là pour pouvoir arrimer, là, comme je me répète, les besoins et l'offre que pourrait avoir, par exemple, un propriétaire. Donc, il y avait quand même une forme de communication entre les propriétaires et l'arrondissement. Oui. À quelque part. Oui. Entre les propriétaires et de Sainte-Ambroise et de Saint-Ferdinand. Oui, tout à fait. Très bien. Mais c'est juste le terrain de Saint-Ferdinand, on a peut-être il y a des promoteurs qui nous approchent peut-être aux 2 ans, là, depuis des années, là, parce que c'est quand même une grande propriété vacante qui offre un bon potentiel, qui est super bien localisé à 2 pas du métro. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'intérêt. C'est une des grandes propriétés vacantes qui reste à développer, qui a un potentiel de développement dans ce grand secteur-là qui est Saint-Henri. Donc, c'est sûr qu'il y a de l'intérêt toujours. Et puis là, avant de se positionner, on voulait entendre la population. Et lorsque vous parlez de promoteurs, les promoteurs qui ne sont pas nécessairement les propriétaires du terrain. Tout à fait. Des fois, ils ne sont pas propriétaires, ils ont des procurations, puis ils déposent des demandes, on les regarde. Puis, Bien. Alors, M. Gaudreault, est-ce que le complément de réponse vous convient? Oui, puis j'avais une deuxième question qui va aussi dans ce sens-là. En consultant les documents là, de l'Office, je voyais qu'il y avait quand même, dans les rencontres avec, que ce soit les représentants ou les propriétaires de terrain eux-mêmes, il semblait avoir des projets quand même assez... je comprends qu'il n'y a pas une demande formelle qui a été demandée, là, mais on parlait, par exemple, d'avoir peu de stationnement, voire pas du tout, d'inclure un agrandissement du parc Louis-Cyr à côté. Donc, il y avait quand même, là, ce que je comprenais, c'est qu'il y avait des discussions. Puis pour nous aider à bien répondre là, par écrit à la consultation qui commence demain, j'aimerais savoir si la Ville peut nous en dire un peu plus sur c'était quoi les idées ou les intentions de ces propriétaires-là, ce qui a été discuté jusqu'à maintenant. Monsieur Gaudreault, je vais vous demander une précision. Est-ce que vous faites référence au document qui s'appelle « Document d'information, consultation en amont sur le secteur Saint-Ferdinand » qui a été déposé par le Sud-Ouest, par l'arrondissement du Sud-Ouest? En fait, c'est dans différents documents. Il y en avait notamment là, dans les comptes rendus des rencontres préparatoires, je crois que vous appelez ça. Alors, oui, Madame Nadon. Peut-être pour clarifier, ce n'est pas en provenance du propriétaire, mais c'est des barèmes minimums que l'arrondissement a donné en disant, nous, le développement dans ce secteur-là, au moins, on voit, par exemple, un agrandissement du parc Louis-Cyr, on voit l'implantation de logements sociaux communautaires, logements abordables et familiaux dans le sens du nouveau règlement. Donc, c'est des barèmes, je dirais que l'arrondissement a mis la table sur les minimums qu'elle voit pour le développement du secteur. Donc, ça ne vient pas du propriétaire. OK. C'est aussi l'application, par exemple, si on parle d'agrandissement du parc Louis-Cyr, on a un règlement pour ça, on le résume au règlement sur les frais de parc, mais c'est sûr qu'advenant une autorisation de développer ces terrains-là, le minimum, c'est qu'on s'attend à ce que les propriétaires cèdent du terrain pour agrandir le parc, par exemple. Vous voulez rappeler le minimum pour le bénéfice? C'est 10 de la superficie du terrain qui doit être cédée en frais de parc. Ou sinon, il y a des montants d'argent qui peuvent être donnés, mais dans ce cas-ci, vraiment, on irait pour le terrain pour agrandir le parc. Donc, c'est sûr que on veut entendre les gens, on veut entendre l'opinion des gens aussi là-dessus. Est-ce qu'il y a une demande pour agrandir le parc Louis-Cyr? De quelle manière? Est-ce que c'est une superficie de plus ou c'est de créer des passages pour accéder au parc, par exemple? Au niveau des hauteurs aussi, on a lancé quelques pistes dans notre document pour parler de hauteur. Moi, je suis très curieuse d'entendre les gens donner leur opinion sur les hauteurs. On a parlé de protection des vues, de s'arrimer au cadre bâti existant, mais de densification aussi. Donc, c'est d'aller chercher ces opinions-là aussi qui nous intéressent. Monsieur Gaudreault, est-ce que ça répond à votre question? Peut-être juste pour préciser, là, j'ai retrouvé un passage, entre autres, dans des documents de l'Office, en fait. On parle, pour moi, quand je dis ça, on dit une partie du terrain situé au 257 rue Saint-Ferdinand serait cédée pour permettre l'agrandissement du parc. Le projet souhaité mise sur un développement avec peu, voire aucun stationnement. Donc,
je comprends qu'il y a quand même un projet souhaité qui a été présenté puis qu'on nous a pas vraiment expliqué. Là. Puis je comprends que c'est un projet souhaité, pas un projet qui aurait été déposé officiellement à la ville, mais si on a une idée de ce que les propriétaires ou promoteurs demandent ou aimeraient, ça nous aide à mieux répondre. Est-ce que vous pourriez préciser le numéro de référence de ce document, s'il vous plaît? Je crois que c'est dans notre document d'information qu'on a soumis, où on parlait de stationnement, comme quoi il pourrait avoir peu ou pas de stationnement. C'est des idées qu'on a lancées, c'est des hypothèses qu'on a lancées parce que c'est sûr que ça va en accord avec les orientations de l'arrondissement. On vient d'éliminer, il n'y a pas si longtemps, les ratios minimums de stationnement exigés dans les projets. C'était dans le compte-rendu d'une rencontre préparatoire, je pense que c'était entre l'Office. Donc, ça, c'est dans la compréhension d'un projet souhaité. Il n'y a pas de projet, mais c'est comme s'il y a un développement, là, à ce moment-là, nos orientations seraient. Donc, c'est plus dans ce sens-là, la phrase. Alors, vous avez raison, c'est un compte-rendu, le compte-rendu d'une rencontre préparatoire qui est effectivement sur le site. Et les grands paramètres dont Mme Nadon vient de parler, les grandes orientations de l'arrondissement, se retrouvent dans le document d'information que vous avez sûrement consulté, mais je vous rappelle qu'il s'agit du document numéroté 3.1, qui est le document d'information de l'arrondissement du Sud-Ouest. En fait, je pense que c'était le document 5.3, mais bon, en tout cas, c'est pas important. Je comprends la réponse. Oui, qui est 5.3, qui est le compte-rendu, mais Mme Nadon parlait des grandes orientations de l'arrondissement. Alors, je vous rappelle qu'il se retrouve dans le document d'information de l'arrondissement. OK. Mais dans ce document d'information de l'arrondissement, quand on dit Martin Roy présente le projet qu'ils envisagent pour le développement de leur terrain, c'est dans le document de l'arrondissement que je retrouverai qu'est-ce qui a été présenté? Non. Il n'y a pas de projets qui ont été présentés à l'arrondissement. On a discuté d'hypothèses, de certaines hypothèses de développement d'un éventuel projet. Ouais. Je lis juste ce qui est écrit. Là. Moi, j'ai lu Martin Roy présente le projet qu'ils envisagent. Donc, je me disais, il y a un projet. Ah, ça, c'est ce que le propriétaire du 257 Saint-Ferdinand a soumis. La rencontre que la commission a eue avec ce propriétaire-là où il discutait de ses intentions, oui. OK. Bon, il n'a pas présenté d'intention. Non, on n'a pas de projet. C'est vraiment ses intentions à lui, qu'est-ce qu'il regarde, à quoi il réfléchit. OK. Puis ça, vous ne nous donnez pas de détails sur ce qui aurait été parlé avec l'arrondissement, par exemple? Je ne peux pas vous en donner car je n'en ai pas. OK. Bon, bien, merci beaucoup. Merci, M. Gaudreault. Bonne soirée. Alors, Jean-François. Oui, Alexandre, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Nous n'avons pas d'autres intervenants pour l'instant. D'accord. Alors, Jean-François, tu avais une question. Oui, j'aborde toujours le sujet du 257 rue Saint-Ferdinand. Là, ça, c'est le terrain vague qu'occupe la partie nord du secteur. On a pu entendre Émilie Jade évoquer un peu la variété d'usages possibles pour ce terrain, verdissement, organisme communautaire, résidence peut-être. Dans une réponse qu'a donnée la ville à l'arrondissement, une autre question d'une personne citoyenne, l'arrondissement mentionne à propos du terrain vague, et je cite ce document-là, « Il est possible qu'une nouvelle emprise publique incluant aqueduc et égout soit nécessaire afin de desservir la partie arrière du terrain. » Ma question, c'est dans quelle situation, justement, ce que vous appelez une nouvelle emprise, ça serait requis? Je peux m'imaginer que s'il y a des résidences, et vous me corrigerez, si c'est un projet résidentiel, ça pourrait nécessiter un accès et donc l'ajout d'une emprise qu'on pourrait appeler une voie d'accès ou une rue là, pour accéder au terrain, à ce qui est présentement le terrain vague. Est-ce que je me trompe là, dans l'interprétation des choses? Effectivement, pour du résidentiel ou pour tout autre usage, parce que le terrain est quand même profond. Donc, à partir de la rue Saint-Ferdinand, pour avoir accès jusqu'à une certaine profondeur du terrain, et les règlements font en sorte qu'on doit quand même avoir un maximum de bâtiments par lot. Donc, on ne peut pas vraiment faire une méga copropriété. Donc, nécessairement, pour développer
l'ensemble du site avec sa profondeur, ça prendrait fort probablement une nouvelle emprise publique. Alors, juste pour être sûr de bien comprendre, supposons que l'hypothèse qui est suggérée par les citoyens, les citoyennes et qui est retenue par l'arrondissement, c'est de faire un espace vert. Parce qu'il y a eu des demandes dans ce sens-là. Est-ce que ça voudrait dire que, malgré tout, qu'il faudrait quand même une emprise sur ce terrain-là? Non. Pour les raisons que vous évoquez? Non. OK. OK. Merci. Je voudrais tout simplement confirmer aussi, à l'intention de M. Gaudreau, il nous écoute probablement encore, que lorsqu'on a rencontré le propriétaire, il nous a confirmé qu'il se plierait, qu'il se conformerait aux exigences de l'arrondissement. Alors, c'est important de garder cette information-là à l'esprit. J'avais une sous-question. Tout à l'heure, on a parlé des deux terrains du 257 Saint-Ferdinand et du 4037 Saint-Antoine, donc qui appartient à des particuliers. On cherchait à voir comment concilier. Et je vous demandais les suites que vous entendiez donner. Est-ce que dans l'esprit où il y aura un développement, des développements, dans l'esprit où il y aura des discussions, est-ce que vous avez l'intention je sais pas, développer ou d'émettre, y a-t-il un moratoire qui est envisagé pour les permis éventuels dans la construction? C'est sûr que pour des terrains qui demandent, par exemple, des modifications réglementaires, l'arrondissement a le contrôle sur le calendrier. Par contre, si on parle de autres développements dans le secteur, si le zonage permet la construction, l'arrondissement n'a pas le choix d'émettre un permis de construction lorsqu'une demande est entrée. Donc, c'est la latitude que l'on a dans l'émission des permis de construction. Et dites-moi, lorsqu'on sait, c'est une consultation publique, lorsqu'on sait qu'il y aura des développements, il y a de la spéculation, souvent. Est-ce que l'arrondissement a l'intention de poser des gestes pour limiter cette spéculation-là qui pourrait faire en sorte que des propriétaires, des gens pourraient acheter des résidences que les citoyens habitent? À moins qu'il y ait des moyens que je ne connaisse pas, l'arrondissement n'a pas grand pouvoir là-dessus. La spéculation se fait avec ou sans geste, je dirais, de zonage de l'arrondissement. Donc, le terrain est très en demande dans le sud-ouest depuis plusieurs années. Donc, on a peu de pouvoir sur ces mouvements du marché immobilier. Mais il peut y en avoir quand même. C'est possible qu'il y ait de la spéculation. Ce serait possible. C'est possible, puisque c'est le marché. Là, tout à fait. C'est ce qu'on remarque dans le marché immobilier de Montréal depuis plusieurs années. Bien. Il est maintenant presque 20 heures et il ne reste personne dans la file d'attente. Nous allons donc fermer la tribune téléphonique. Oui? D'accord? Parfait. Tout à fait. Bon. Très bien. Puisqu'on... Merci. Alors, le document d'information, donc je reviens à ce fameux document 3.1 qui est déposé par l'arrondissement et je rappelle qu'il est disponible sur le site. Le document précise que la contamination des terrains et leur réhabilitation représente un défi de taille pour tout type de développement. L'arrondissement peut-il préciser comment il entend relever ce défi? Il appartient au propriétaire de réhabiliter son terrain. OK. Donc, on sait que la contamination elle est très forte là, due aux anciens usages qui avaient lieu sur une bonne partie du site. Là. Il y avait des activités ferroviaires sur ce site-là, donc une très forte contamination qui se fera peut-être à des coûts très, très élevés. Donc,
là, on rentre dans les dynamiques de marché là, où, pour payer cette décontamination-là, il faut atteindre un certain seuil de développement sur le terrain où, là, encore une fois, il faut trouver l'équilibre entre qu'est-ce qu'on permet comme développement pour permettre de décontaminer le site, notamment. Là. Que l'exercice soit quand même profitable pour tout le monde. Alors, on revient à l'exercice de discussion entre les propriétaires et l'arrondissement pour voir tout ce qui est possible de faire. Est-ce que... Oui, allez-y, Mme Nadeau. Je pourrais ajouter que, tout dépendant des années, il y a les programmes aussi, comme par exemple Climasol, qui sont disponibles autant au niveau du gouvernement du Québec que la Ville de Montréal. Donc, c'est sûr que nous, si ces programmes-là sont disponibles, évidemment, c'est, je dirais, un autre levier là, pour le promoteur là, pour avoir accès à ces sommes-là. Très bien. Toujours dans votre document d'information, vous précisez que l'arrivée de nouveaux résidents permettrait de consolider l'offre en équipements et services de proximité. C'est ce que vous... Est-ce qu'il y a un seuil minimal de nouveaux résidents à atteindre pour permettre justement cette consolidation-là? Pas de données là, à cet effet-là de seuil ou de nombre de personnes, mais on sait que plus il y a de monde, plus il y a de services, plus la rue Notre-Dame peut être vibrante et vivante notamment, et que ça pourrait attirer des nouveaux commerces. Ça susciterait des besoins de différents types d'équipements aussi selon les clientèles qu'il y aurait sur le terrain. Donc, une offre en équipement qui pourrait être ajustée en fonction de la nouvelle population, en tenant compte des besoins des populations existantes aussi. Donc, tout ça, mais on n'a pas de données là, de seuil à atteindre. OK. Donc, vous n'avez jamais évalué la possibilité avec un nombre X de nouveaux logements, ça pourrait nous permettre de développer ou de consolider tel ou tel équipement? Non, on a de l'expérience du développement de d'autres secteurs. On a une idée de s'il y a tant de logements qui sont développés, ça veut dire une population potentielle approximative de combien, mais après ça, de déterminer les besoins de cette population-là, on n'a pas ces données-là encore. OK, très bien. Là, j'ai des informations contradictoires. On me demande de fermer. Non, mais il y a une suggestion de fermer 10 minutes après elle et on n'a pas d'autres appels. D'accord. C'est à vous. Voilà. Jean-François, est-ce que tu as d'autres questions? Non, je n'en ai pas pour l'instant, Madame la Présidente. Très bien. Alors, effectivement, nous fermons le registre. Il est 20h02 et nous n'avons personne en attente. Si des citoyens ont des questions, ils peuvent nous les faire parvenir et nous les acheminerons aux représentants de l'arrondissement qui pourront y répondre par écrit et les réponses se retrouveront sur le site, bien sûr, de la consultation. Alors, c'est fermé maintenant. Je vous rappelle que des séances d'audition des opinions seront organisées à partir du 21 septembre et vous aurez le choix d'une présentation par visioconférence ou par téléphone en prenant rendez-vous avant le 16 septembre auprès de Gilles Vézina au numéro qui apparaît à l'écran. Nous espérons bien sûr que cette soirée vous aura permis d'en apprendre davantage sur le secteur Saint-Ferdinand et la consultation publique et que vous participerez en grand nombre à la consultation. Au nom de la Commission, je vous remercie de votre participation. Et à la fin de la séance, vous verrez à l'écran les noms des membres de l'équipe technique qui nous sont appuyés tout au long de cette soirée. Je tiens à les remercier vivement. Bonne soirée. Merci beaucoup, mesdames de l'arrondissement. Merci Jean-François d'avoir été là. Merci beaucoup à tous. Bonsoir.